Enregistrement. Voilà, donc on lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire du cycle de webinaires que nous organisons sur l'économie circulaire dans le bâtiment avec l'association Rediviva et l'association Envirobat BDM. Nous sommes soutenus par l'ADEME et la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis Jérémy Joubert, chargé de la thématique économie circulaire au sein d'Envirobat BDM. Envirobat BDM est une association de professionnels de la construction et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous soutenons le développement de pratiques vertueuses en matière de conception des bâtiments, des quartiers, de sobriété des usages, de frugalité, à travers l'exercice d'une intelligence en amont des projets, généralement menés de manière collégiale avec tous les professionnels de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, et aussi, nous l'espérons, des entreprises qui participent à l'acte de bâtir ou d'aménager. Nous sommes responsables d'un label participatif qui s'appelle Bâtiment durable méditerranéen, BDM, et d'un label d'une démarche qui s'appelle Quartier durable méditerranéen, QDM. Et nous animons aussi plusieurs réseaux d'acteurs locaux dans le domaine des matériaux biosourcés, des économies d'énergie, de la frugalité. Enfin, je tiens à rappeler que nous hébergeons une médiathèque en ligne Enviroboîte, dont il sera question pendant avec l'association Ville et Aménagement Durable et auquel l'association Rediviva, notre partenaire, contribue également. Vous pourrez retrouver des synthèses sur différents sujets du bâtiment durable ainsi que des revues de projets par centaines sur notre page. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de conversation. Et sur ce, je passe la parole à Benoît, qui est président de Rediviva. Bonjour à tous, je vais faire très court parce que l'objet de la réunion, ce n'est pas de vous présenter l'association. Il y aurait beaucoup à dire. Rediviva s'est redéployé depuis le début de l'année 2022 pour développer la filière du réemploi des matériaux en région PACA, avec le soutien de l'ADEME et de la région, pour animer, informer, réunir les acteurs. Et quand on dit réunir les acteurs, c'est tous les acteurs, les maîtres d'œuvre, les spécialistes du réemploi, mais aussi les maîtres d'ouvrage publics, privés, les collectivités. C'est un point essentiel pour nous de mettre tous les acteurs en présence de plein de manières possibles. Alors, je vous décline pas tout ce qu'on fait. Je vous invite à aller voir sur le site de Rediviva pour ça. Moi, juste un mot pour dire que ce que je constate depuis quand même notre forum du mois de juin, qui avait déjà réuni pas mal de monde, chaque fois qu'on organise quelque chose, ça mobilise de plus en plus de monde. Donc, c'est bien il y a une belle dynamique autour de ces questions du réemploi. Et évidemment, on s'appuie beaucoup en partenariat avec sur l'infrastructure d'Envirobat, qui est une association bien plus costaud que la nôtre. On organise pas mal de choses ensemble, dont cette série de webinaires. Si vous avez des sujets, des thématiques de webinaires que vous souhaiteriez entendre et voir, n'hésitez pas à nous en faire part. Avec Jérémy, on les organisera avec grand plaisir. Voilà pour l'essentiel. Et comme je l'ai dit dans le message du chat, on recrute. Laure Pizet, qui a animé l'association en 2022, en fait, va arrêter, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, pour d'autres projets. Donc, on recrute pour animer l'association et développer la filière. Et donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez dans votre réseau des gens qui cherchent un travail lié au réemploi, évidemment, à l'économie circulaire et à l'animation d'un réseau. Je n'ai pas la fiche de poste encore, on est en train de la faire, mais on cherche des profils assez larges parce que dans ce domaine, il n'y a pas de profil miracle, c'est vraiment adapté en fonction des gens. Entre animateurs, communicants du réseau et aussi connaissance de l'économie circulaire et réemploi, il y a beaucoup de profils qui peuvent y répondre, comme c'est le cas d'ailleurs en Envirobat quand on voit la diversité des profils qui animent l'association. Donc, faites passer le message ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On recrute rapidement.
Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Pour les personnes qui nous rejoignent, voilà, nous nous excusons pour le petit impair. Apparemment, le lien a été mort, lien de connexion. Juste pour revenir à ce webinaire, donc avec Rediviva, on a pensé organiser un cycle de 3 webinaires. Les 2 précédents portaient sur le réemploi de la pierre et le stockage des matériaux. D'ailleurs, je vois que Laurie Verhegen de Bruxelles est là. Bonjour Laurie. L'idée, c'était vraiment d'avancer sur les initiatives les plus matures sur ces sujets, pas toujours simples, innovants en tout cas. Et dans la continuité, nous avons pensé que la démontabilité du bâti est essentielle. Elle gagne à être prévue dès la conception, pas seulement pour favoriser le réemploi, mais aussi dès lors qu'on souhaite allonger plus généralement la durée de vie des ouvrages, par exemple en favorisant la réversibilité du bâtiment, sa réparabilité et évidemment son évolutivité. Pour poursuivre donc ce cycle de webinaires, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin Laclos, qui est expert des questions de démontabilité des ouvrages au sein du centre technologique Nobatec INEF4. Benjamin a notamment participé au projet BASED, Based, je ne sais pas comment on prononce, qui date maintenant un peu d'il y a quelques années, mais qui reste encore une référence sur le sujet. Je vous invite à aller sur le site web de ce projet, bénéficier des nombreuses fiches techniques, retours d'expérience. C'est un très beau projet. Et Benjamin a également participé plus récemment aux travaux de la Fondation Bâtiment Énergie. C'est un expert national sur le sujet. Avant de lui passer la parole, je vous annonce d'ores et déjà la tenue le 26 janvier prochain d'une journée technique sur le sujet suivant, qui sera urbanisme circulaire à Marseille, avec des experts des différents sujets que cette notion peut recouvrir. Métabolisme territorial, logistique, proximité, sobriété des infrastructures, etc. Merci à tous et encore merci à Benjamin. Je te passe la parole. Merci Jérémy, merci Benoît et bonjour à tous. Alors effectivement, je suis responsable de projet à Nobatec INEF4 et en charge des activités liées à l'économie circulaire au sein de Nobatec INEF4. Donc je vais présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, de ce webinaire, je vais brièvement présenter Nobatec INEF4 pour ceux qui ne le connaissent pas. Nobatec INEF4, c'est un centre de ressources et de recherche appliquée. On a une vingtaine d'années, un petit peu moins, hein, on est 60 personnes, plutôt basées dans le sud-ouest et à Paris. On a plusieurs entités, hein, mais on a des actions sur tout le territoire français et à l'international. On est également institut de la transition énergétique hein, sur le volet, le secteur du bâtiment. Et on mobilise pour ça, on a la capacité de mobiliser des fonds, du plan d'investissement d'avenir. On a notre mission à nous est vraiment d'aider de supporter, d'aider, d'accompagner les acteurs de la filière vers une transition environnementale de la construction, plutôt bâtiment que travaux publics, mais vraiment cette transition-là. On a vraiment un modèle un peu particulier qui est faire le lien entre la recherche fondamentale appliquée et le marché. Ça fait vraiment notre spécificité, c'est-à-dire qu'on a à la fois des projets de recherche avec les universités, avec l'Europe, des projets européens, avec l'ADEME, et où on défriche des sujets, où on développe des méthodologies, des solutions en vue de la construction durable, économie circulaire, mais aussi performance énergétique, thermique, confort. Et on les applique ensuite sur les marchés, quand on construit des bâtiments, enfin qu'on aide à construire des bâtiments, quand on accompagne des industriels à développer des nouvelles solutions. Donc ça, c'est très itératif et ça fait vraiment notre spécificité. Sur la partie économie circulaire, vous voyez, on a 18 ans d'existence et ça a été on n'a pas attendu que le sujet économie circulaire soit à la mode pour s'y attacher. Et c'est vraiment un des axes fondateurs de notre centre. Et on y a travaillé depuis le départ, depuis qu'on existe, et sur différents sujets qui composent finalement la transition liée à l'économie circulaire. Il y a conception, on aide à travailler sur des produits recyclés, enfin issus avec des matières recyclées, on développe des outils digitaux liés au réemploi, à la CV, on travaille sur des matériaux bas carbone,
On travaille également sur le réemploi et le recyclage des déchets du BTP. Sur la partie conception à proprement dite, mis à part les fois où on travaille directement sur la conception de bâti, quand on fait de la maîtrise d'œuvre, on a mené, Jérémy l'a rappelé, on a coordonné le projet BASED, non pas BASED, mais BASED comme bâtiment zéro déchet, qui a été soutenu par l'ADEME et qui est effectivement intéressant. Le deal avec l'ADEME, c'était de sortir un site internet qui est une source d'information importante sur les thématiques de conception qui vont vers le zéro déchet. Démontabilité, réversibilité, avec des fiches techniques, avec des fiches de bâtiments exemplaires, tout un tas de choses. Alors, le projet s'est terminé en 2015, mais j'entends une voix, alors je ne sais pas s'il y a un micro ouvert. Conduit, effet bois, béton. Voilà. Plus récemment, on a participé, j'ai eu la chance et l'opportunité de coordonner un des guides de la Fondation Bâtiment Énergie, le guide sur la démontabilité, conception pour la démontabilité. Donc, le sujet exact de ce webinaire. On mettra en lien et en téléchargement dans EnviroBoîte les rapports liés à ce grand projet de la Fondation Bâtiment Énergie qui a édité des guides extrêmement intéressants sur la réversibilité, sur la maîtrise des données, sur le réemploi. Et je vous invite vraiment à aller les consulter parce que ce sont vraiment des ouvrages très, très pertinents. Fruit de travail de plein d'acteurs ensemble et c'est intéressant. Infinite, en gros, c'est un projet européen dans lequel on travaille sur des solutions industrialisées de façade et dans lequel on a un focus sur la démontabilité et la réversibilité des solutions. Et Novatec est en charge d'apporter ça aux développeurs de solutions dans ce projet européen. Et enfin, on a participé de manière active au guide européen des principes circulaires pour la construction. Ce guide est public et il est téléchargeable, on mettra le lien. Il est assez généraliste quand même, on reste sur des guides de l'Europe, donc assez transverse, mais qui est intéressant en tout cas comme ligne directrice et je vous invite également à aller le consulter. Alors, dans le webinaire, passé cette introduction sur Novatec, on va avoir une partie de paquet de chapitres, on va dire, avec une partie plutôt contextuelle autour de l'économie circulaire et de la démontabilité. Et ensuite, une partie un petit peu plus technique sur les concepts, les outils, quelques références de bâtiments, des commentaires que je ferai sur ces bâtiments. Alors, le contexte autour de l'économie circulaire, d'abord, le cadre européen. Je me permets de le préciser parce que le cadre européen engage les pays ensuite et les pays de l'Europe dans leur politique. Et on est souvent suiveur du cadre européen. Donc, les principes pris ou les initiatives, les politiques européennes influent sur nos politiques à nous et en gros, ce qui nous arrive ensuite. On a eu jusqu'à 2015 le sujet de l'économie circulaire, le recyclage des déchets, ce genre de choses n'était pas vraiment traité, mis à part les directives déchets. Et à partir de 2015, donc il y a 7 ans, c'est très récent, il y a eu une accélération folle des initiatives et des politiques liées à l'économie circulaire, avec plusieurs plans d'action, avec le Green Deal européen qui définit, qui demande aux pays, aux États nationaux de prendre des mesures en faveur de l'économie circulaire, en faveur de la réversibilité des produits et des bâtiments, qui a sorti Level, c'est là où vous voyez, Level, c'est une méthode d'évaluation des impacts, enfin on va dire des impacts et du niveau environnemental des bâtiments. C'est une méthode assez intéressante, bien qu'un peu complexe, mais on peut la suivre. Les référentiels de cette méthode d'évaluation existent et sont publics. Le guide dont je vous ai parlé, qui a été un travail fruit de partenaires à travers l'Europe. Et on voit à droite le CPR, c'est alors sous ce sigle un peu barbare, c'est ce qui définit le marquage CE des produits, les normes. Et jusqu'à maintenant, dans le marquage CE, nous avions des performances essentielles, ce qu'on appelle, ce sont les performances liées à la thermique, à la résistance mécanique, au feu. Et maintenant, l'Europe dit, pour tous les produits de construction, eh bien, on va imposer que les produits aient des déclarations environnementales et des déclarations sur les bienfaits environnementaux du produit. Donc, ce sera normalisé. Et ça rentre là, c'est déjà voté, donc
ça va petit à petit, les normes vont changer pour intégrer ces sujets liés à l'environnement. C'est un changement important. Et en bas à gauche, vous voyez Horizon 2020, Horizon Europe, ce sont les programmes d'appel à projets européens de recherche et de développement, d'innovation, payés par l'Europe. Et on est passé de cette année-là, de 2020, on est passé à Horizon Europe. Et Horizon Europe fait la part belle on va dire, aux critères liés à la circularité dans les projets d'innovation. C'est-à-dire si vous proposez un projet d'innovation sur des systèmes énergétiques, des systèmes de rénovation, des méthodes, si vous n'avez pas la composante circularité dans vos propositions de projet, c'est vous à l'échec. C'est-à-dire que c'est vraiment une attente dorénavant. Dans le cadre français, on a suivi un peu cette dynamique et à partir de 2015, pareil, on a eu une accélération du sujet d'économie circulaire avec en 2018 la feuille de route. Ça a commencé vraiment par ça, la feuille de route sur, enfin la loi de la transition énergétique, puis la feuille de route et ensuite la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. On a eu, je note, la loi Elan, parce que la loi Elan mentionne ou fait part du concept de réversibilité elle met sur le tapis la réversibilité des bâtiments de bureaux, bâtiments tertiaires en zone tendue, ce qui est important parce que la réversibilité ensuite engendre des besoins en conception démontable. On a eu l'Alliance HUE qui a défini un critère économie circulaire, ou du moins un profil économie circulaire dans sa certification. On a lié ensuite, en lien avec la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, on a la REP, que vous avez dû tous entendre parler, j'espère en tout cas, donc la responsabilité élargie du producteur, qui module également les taxes payées par les fabricants et les metteurs sur le marché en fonction des efforts qu'ils font en conception aussi. Donc, conception qui va être plus réemployable, plus recyclage, plus démontable, va aussi avoir une modulation de taxes. Il y a le fonds emploi, le diagnostic PEMD. Et la RE 2020 qui va engendrer des efforts sur l'environnement pour les bâtiments. Avec quand même un petit point de regret, c'est que la RE 2020 se base sur des méthodes ACV, globalement avec une somme de FDES, de produits que l'on somme sur un bâtiment. Donc, plus on utilise de matériaux biosourcés, c'est intéressant, et recyclé. En revanche, la conception démontable, la liaison entre les produits, même du bâti, a peu d'influence sur les résultats de la RE 2020. C'est une petite critique que l'on peut faire auprès de la RE 2020, c'est que ce n'est pas bien pris en compte. C'est-à-dire que l'effort que l'on fera ne sera pas forcément traduit dans la RE 2020. À l'échelle et il y a le CSTB en ce moment qui travaille, on y a participé, mais je pense que c'est une très bonne chose, travaille sur EcoScale, c'est un label de circularité des produits et des systèmes constructifs, et je pense qu'il sortira très bientôt. En termes de conception démontable, en France, on est quand même un petit peu en retard par rapport aux Pays-Bas qui sont toujours à l'avance sur cette thématique-là, de circularité, de conception réversible, démontable. On est plutôt à un moment où on travaille sur des guides, on travaille sur de la connaissance, on travaille sur de l'expérimentation. Ce n'est pas la conception démontable. Si on fait fi on va dire des bâtiments, des systèmes constructifs qui sont intrinsèquement démontables, type structure métallique de hangar, par exemple, il y en a d'autres, mais on est quand même, le bâtiment, le secteur n'a pas encore n'a pas intégré cette volonté ou cette notion de conception démontable de manière très, très importante. Donc, on est plutôt à la génération de connaissances. Il y a quand même, à noter, on en parlera à la fin, un certain nombre de bâtiments exemplaires qui ont tout ou partie du bâtiment démontable, mais on en est plutôt là. Et on va à des fins de réversibilité, de réemploi, de différentes choses, d'économie de matière. On tend vers la conception démontable, vers la démontabilité, mais ça reste naissant. Voilà où on en est en France. Toujours dans l'aspect contextuel, je voulais rappeler l'impact de la matière par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que le bâtiment, ça, ce sont peut-être des chiffres que vous avez déjà dû voir par le passé. Bâtiment et travaux publics, là, le secteur de la construction, de manière générale, est le premier consommateur en France de matières premières,
plus de la moitié. Et à l'autre bout de l'échelle, on est le premier générateur de déchets. Alors, le bâtiment, moins que les travaux publics, évidemment. Mais bon, ça donne une idée quand même du secteur BTP, qui est le premier, en termes de matière, qui est le premier impactant. Sur l'impact relatif finalement de la matière par rapport à l'énergie. Il y a quelques années, les bâtiments qui étaient, où il n'y avait pas eu d'effort de maîtrise de l'énergie, d'isolation, il y a quelques années, sur l'échelle du cycle de vie d'un bâtiment, la consommation énergétique était telle que l'impact de la matière, de sa production, de son installation, de sa fin de vie, était réduite par rapport à l'impact de l'énergie consommée pendant le cycle de vie du bâtiment. Et au fruit finalement des réglementations, des efforts, de l'évolution du secteur du bâtiment pour plus de maîtrise énergétique, et bien maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'impact lié à notre environnement bâti est plus important que l'impact lié à la consommation énergétique sur le cycle de vie du bâtiment. On a dépassé la moitié. Donc, lorsque l'on veut, une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, veut vraiment avoir un impact sincère sur une réduction d'impact sur un bâtiment, c'est-à-dire travailler sur son impact, eh bien, il ne peut pas faire fi de ce travail-là sur la matière. C'est même d'ailleurs le principal poste. Donc là, c'est des moyennes qui ont été faites par HQE Performance sur un ensemble de bâtiments, mais c'est corroboré par des données que j'ai aussi de mes collègues qui font de la CV sur des bâtis, et on en est là. Là, c'est un graphique, je n'ai pas trouvé en français, mais c'est un graphique d'un rapport, je ne sais plus si c'est anglais ou américain, mais qui montre, et je pense qu'on est à peu près pareil, l'impact des différents postes. Et le plus souvent, effectivement, l'impact matière est prépondérant, mais c'est souvent lié au poids matière par la structure. Alors, pourquoi une démarche en démontabilité? La démontabilité, concevoir démontable, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, tiens, je vais concevoir un bâtiment démontable, point final. Non, en fait, concevoir démontable, c'est au service de plusieurs finalités. C'est vraiment un biais vraiment essentiel à certaines finalités. Déjà, c'est une méthode de conception qui intègre le cycle de vie d'un bâtiment, mais en vue d'allonger la durée de vie du bâtiment, de faire en sorte de pouvoir réemployer les bâtiments en fin de vie, de pouvoir économiser en termes financiers lors des phases de déconstruction, de rénovation, de fin de vie, de pouvoir avoir des bâtiments réversibles également, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas générer un bâtiment réversible si vous n'avez pas de réflexion à minima sur certains aspects ou certaines parties du bâtiment sur la démontabilité. Donc, c'est un biais pour atteindre ces différents objectifs. Et il y a des bienfaits indéniables sur l'environnement, sur l'économie financière que je note ici. Et sur l'aspect économique, bien des fois, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, quand on a un surcoût lié le plus souvent à un surcoût d'ingénierie, c'est-à-dire de temps passé en réflexion, en conception, mais qui est assez rapidement effacé lorsque l'on pense en coût global et que l'on prévoit les coûts d'entretien-maintenance, les coûts de rénovation, les coûts de fin de vie. Et la plupart du temps, en coût global, on est vraiment, c'est du gain économique. Et même si on réfléchit à une échelle territoriale, on va promouvoir leur emploi, la circularité des matériaux sur un territoire plus facilement que si on n'a pas de conception permettant le recyclage, la démontabilité pour le recyclage et le réemploi. Alors, pour quel type de bâtiment on conçoit démontable? Alors, au risque de vous décevoir, c'est pour tous. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour tous les bâtiments, un intérêt potentiel pour tous les bâtiments. Tout sera à voir en fonction finalement au moment où on prévoit un bâtiment, l'intérêt de faire un bâtiment totalement démontable ou en partie sera à voir en fonction d'un ensemble de critères. Finalement, la pression foncière, l'endroit où est le bâtiment, est-ce qu'il va devoir être, avec l'étalement urbain, est-ce qu'il va devoir être
je pense, il me vient là, hein, des bâtiments de commerce ou des parkings qui sont en périphérie urbaine, mais qui, à un moment donné, devront être libérés pour faire du logement. C'est un exemple. Il y a, en fonction de l'usage, de l'exploitation qu'on fait des bâtiments, est-ce qu'on a besoin de cycles d'utilisation plus rapides? Est-ce qu'on aura besoin de rénover rapidement? Est-ce qu'on est dans une zone où il y a des politiques publiques qui visent la circularité, qui visent l'économie locale? Bon, c'est tout un ensemble de critères qui font que finalement, on va vers plus ou moins de démontabilité des bâtiments. Bon, ceci étant dit, il y a des bâtiments qui se prêtent. Alors, juste, ah oui, je reviens sur cette photo-là en bas à droite. À titre d'exemple, c'est un bâtiment à Leiden, c'est un hôpital qui fait à la fois recherche, travail sur la santé et hôpital. Ils ont investi, ils ont fait plus 8% dans les travaux initiaux, soit 5 millions d'euros. Vraiment pour que le bâtiment et ses intérieurs soient dans des grandes parties démontables. Et ils ont estimé qu'ils allaient changer, rénover, adapter le bâtiment de l'ordre de 5% des surfaces par an, en gros. Donc, ce surcoût de 5 millions d'euros au départ est amorti au bout entre 6 et 10 ans. Sur des bâtiments qui durent longtemps, ça vaut le coup. Et au bout de 30 ans, ou 30-35 ans, ils ont plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies par rapport à s'ils avaient rien fait. Donc là, ils ont fait des efforts sur la démontabilité entière des façades. Ils ont des voies d'accès qui ont été créées pour démonter, pour pouvoir, on va dire, déplacer la logistique de déconstruction, en gros. Ils ont des structures apparentes, des éléments apparents, des démontages. Ils ont une information importante sur les produits. Ils ont des interrupteurs, c'est des détails, mais ils ont des interrupteurs qui sont non filaires, qui peuvent déplacer. Ils ont tout un tas de choses comme ça. Ils ont travaillé de manière très globale sur la démontabilité et la réversibilité du bâtiment en pensant à un coût global. Et ils réalisent plusieurs dizaines de millions d'euros à l'échelle de 2030 et quelques. Voilà. Donc, je vous disais, il y a des bâtiments qui se portent plus que d'autres quand même à une conception démontable ou avec une partie démontable. Je parle toujours, quand on parle de conception démontable, ce n'est pas forcément 100% démontable. Ça peut être les façades, les intérieurs. Donc, forcément, les bâtiments tertiaires sont vraiment une cible intéressante pour la conception démontable de par les cycles d'usage. C'est-à-dire quand vous changez de locataire, la plupart du temps, d'une entreprise à l'autre, ils changent les intérieurs, les aménagements intérieurs. Il y a l'évolution des réglementations. Ce sont souvent aussi des bâtiments qui acceptent, qui ont des travaux ouverts, et des types open space, qui ont une acceptabilité aussi des revêtements intérieurs plus ouverts, c'est-à-dire où on voit aussi la tripaille par rapport à une maison ou des logements collectifs. Il y a plus d'acceptation de l'usager, donc ça s'y porte bien. Ensuite, vous avez forcément les bâtiments industriels qui sont simples, qui sont souvent en filière sèche, avec des enveloppes très, très simples, des structures simples, accessibles. Donc là, ça s'y porte forcément. C'est d'ailleurs même assez intrinsèquement démontable. Les logements collectifs, là, à l'inverse, on est sur notamment quand on parle avec les bailleurs sociaux, ils ont des cycles de rénovation de façade. Ils aimeraient aussi se rendre compte maintenant qu'ils aimeraient pouvoir, et ça c'était parce que ça n'a pas été bien fait à l'époque, on ne le savait pas forcément, et avec l'expérience, ils voient aussi que ils auraient aimé pouvoir changer la disposition des différents logements pour suivre l'évolution sociétale. Et ça aurait été beaucoup plus facile si ça avait été démontable. Il y a aussi beaucoup plus de casse en extérieur, en intérieur, et une conception démontable permettrait de faire des gains en maintenance et entretien et en réparation. Ensuite, les hôtels, je passe sur bâtiments santé. Les hôtels, on a aussi, c'est des bâtiments simples, avec une acceptabilité assez importante aussi sur les revêtements intérieurs, et des cycles de vie extrêmement courts sur l'intérieur, c'est-à-dire sur les chambres, la déco des chambres et l'aménagement des chambres. Alors, les principes, on vient dans la partie, on arrive dans la partie plus
peu plus technique, on va dire, où on va rappeler les concepts et les principes liés à la conception démontable. Alors tout d'abord, c'est les mots-clés, c'est les 9 principes transverses sur lesquels toute la profession, en tout cas l'ingénierie sur la conception, sur les centres technologiques, les universités qui travaillent sur la conception des bâtis, se rejoignent. En fait, ça fait consensus sur les grands principes. Alors, là, je les ai mis en mots-clés, mais après, ils sont détaillés dans les guides. Et dans la planche d'après, il y a 2-3 phrases qui expliquent chacun d'eux. Vous pourrez, quand vous revisionnerez le webinaire ou téléchargerez la présentation, vous pourrez stopper sur la planche suivante. Mais ça doit rester des lignes directrices. C'est-à-dire, vraiment, on doit considérer ces 9 principes, ça doit être des 9 principes de base que l'on considère lorsque l'on veut qu'on entrevoit une conception démontable. La durabilité a plusieurs sens. La durabilité au sens noble des matériaux et la capacité à résister à un environnement, à résister à du montage-démontage. Vous n'aurez pas un produit qui, on va dire, qui se casse au moment, ça paraît évident, mais un produit qui se casse facilement au moment où on le démonte, eh bien, les entreprises et maîtrises d'ouvrage ne vont pas faire l'effort d'aller faire, on va dire, cet effort supplémentaire pour aller le démonter et le réemployer ou recycler. C'est un exemple. Hein. Ou si le produit, l'assemblage ou le produit a été abîmé par son environnement, idem, on ne va pas faire l'effort d'aller les démonter en vue de X ou Y. L'accessibilité, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, des éléments de connexion. L'accessibilité par l'extérieur pour aller démonter les éléments de façade ou de structure. La simplicité, évidemment. Quand on parle de simplicité, c'est des produits linéaires, des produits que l'on peut utiliser dans un environnement et dans l'autre, dans un bâtiment qu'on va pouvoir réemployer, des produits qui sont des systèmes qui sont lisibles, c'est-à-dire compréhensibles par les entreprises de construction, par la maîtrise d'ouvrage, par les maîtrises d'œuvre, par les entreprises de déconstruction. Quand on parle d'indépendance, je vais revenir ensuite dessus de manière plus précise. L'indépendance, c'est l'indépendance des différentes couches d'une enveloppe, l'indépendance des différentes fonctionnalités. Si tout est lié, tout est la tripaille, tous les matériaux sont interconnectés de manière trop dépendante, et finalement, on se base sur le cycle de vie le plus court et on vient casser, on vient ne pas démonter proprement des éléments qui n'auraient pas dû. Tout ça pour remplacer un élément cassé ou à rénover qui n'est pas indépendant des autres. Et ensuite, bon, je vais passer sur les autres, mais sur la sécurité, c'est important de le mentionner parce que dans les travaux liés à BAZ et dans les travaux liés au guide, on a interviewé pas mal d'entreprises de déconstruction pour comprendre finalement sur le terrain quelles étaient les erreurs à ne pas faire, pourquoi on ne démontait pas actuellement, qu'est-ce que finalement l'apprentissage par le terrain. Et un des points qui revient le plus souvent, c'est l'entreprise vous dira, une entreprise de déconstruction, si je ne peux pas assurer la sécurité de mes gars et de mes machines sur un chantier, au moment de démonter tel ou tel élément, même si on me le demande, je ne le ferai pas. Et ils ont raison. Donc, la sécurité doit être prévue à ce moment-là. C'est-à-dire les éléments de levage et enfin, bref, ça doit être une partie intégrante de la conception également, en vue du process de désassemblage. Donc voilà, c'est la planche dont je vous parlais qui est un peu plus détaillée. Vous pourrez faire pause quand vous revisionnerez. Ces principes-là sont tous, je vous disais qu'il y avait consensus, sont quasi tous mentionnés dans la norme. C'est une norme qui est assez récente pour l'adaptabilité et la réversibilité des bâtiments. Et je vous mettrai, j'ai le lien en bas dans les sources. C'est une norme qui est intéressante et qui vraiment parle du sujet d'aujourd'hui de manière un peu plus globale, mais elle est intéressante à suivre. Et la plupart sont listés et détaillés dans cette norme également. Je vais passer ensuite sur quelques notions théoriques et d'ingénierie qui sont importantes à connaître au moment où on entrevoit une conception démontable ou d'une partie démontable. Je pense que c'est un schéma que certains ont dû voir quand même, ce schéma de la théorie des couches. C'est, en gros, quand on imagine l'enveloppe, quand je vous l'ai expliqué, ça vous paraît plus clair, on a le revêtement intérieur, puis l'isolation, puis la structure, et puis de nouveau à l'extérieur, de nouveau peut-être l'isolation et le pare-pluie et le revêtement extérieur. Tout ça, ce sont des couches d'enveloppe qui ont des cycles de vie
assez différents. Et plus on va vers l'intérieur ou vers l'extérieur, plus le cycle de vie est court par rapport à la structure. Et justement, et ça, il faut en tenir compte au moment où on conçoit, c'est que si tout est lié de manière indémontable, on va devoir changer, on va devoir modifier, on va devoir arracher, donc générer des déchets sur des produits qui ont encore de longues années devant elles, alors juste parce qu'on voulait changer, je sais pas, le bardage ou l'intérieur ou l'isolation qui a un vie de vie plus court. Donc, ça, c'est des schémas. Donc, cette théorie doit être importante parce qu'elle ramène à justement cette indépendance des couches et des fonctionnalités dans une paroi de bâtiment, que ce soit le plafond, ou le plafond, la toiture ou les parois verticales. Ensuite, quelques notions que l'on retrouve extrêmement souvent dans la littérature d'ingénierie autour de la conception réversible et démontable, et qui sont la base d'ailleurs de tous les algorithmes et de tous les travaux d'indicateurs qui ont été développés par des acteurs partout en Europe sur les outils d'évaluation des potentiels de démontabilité des systèmes constructifs et des bâtiments. Ils se basent sur ces notions théoriques et ils y appliquent des notes, des notations, des critères. Et au fruit de formules un peu complexes, ils arrivent à définir des outils d'évaluation. Alors, je reviendrai en détail sur les points 1 et 2 qui sont très importants. Et ensuite, on a des notions d'assemblage de séquences, c'est-à-dire penser montage, mais penser aussi démontage. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on conçoit un bâtiment, effectivement, on conçoit comme une somme de produits et qui pourrait avoir une performance souvent thermique d'une paroi et de confort. Mais la séquence d'assemblage et la séquence de désassemblage est souvent mise de côté. Et lorsque vraiment on y réfléchit et on le met sur le tapis et on essaye de voir quelles vont être les étapes, on voit souvent qu'il y a des problèmes d'un produit doit être connecté avant l'autre, et en fait non. Donc ça génère des complexités qu'on peut éviter en l'intégrant en conception dès le départ. Et pareil pour les interfaces de géométrie. En fonction de l'endroit, si on doit le démonter, on doit démonter un élément par le devant, par le dessus, par le côté. La géométrie de l'assemblage est extrêmement importante. Si un bardage qui va être connecté, comme on voit à gauche, là, avec on va dire dans sa verticale, si on veut le sortir par le devant, et en fait, on ne va pas pouvoir, parce que les deux lames, les deux panneaux sont interconnectés l'un à l'autre. Donc, il faut penser à ça également, la géométrie de l'interface. Alors, sur la partie décomposition fonctionnelle, il y a ces notions assez importantes où une fonction, on a la fonction structure, on a la fonction isolation, on a la fonction transport de fluide, on a différentes fonctions acoustiques. Ces différentes fonctions font appel à des produits différents, des systèmes ou des produits différents. Et lorsque l'on pense en conception, on peut soit tout mélanger, tout mettre ensemble et de manière totalement intégrée, comme on voit là sur le point 1. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a un souci sur un des produits, sur une des fonctions, on veut changer une des fonctions, je ne sais pas, on veut augmenter la capacité d'évacuation, la capacité de ventilation, électrique, on veut changer un réseau électrique. Enfin, souvent, on noie des réseaux dans les bétons, par exemple, dans des parois béton. C'est l'erreur à ne pas faire, par exemple. Et c'est ça, c'est-à-dire on mélange les fonctions et des produits. Enfin, on mélange les fonctions. Donc, là, la décomposition fonctionnelle, c'est ça, c'est-à-dire à chaque fonction, essayer d'avoir une indépendance. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais c'est une ligne directrice, en tout cas, de la conception pour la démontabilité. Et on a là, on va dire en bas à droite, l'exemple d'un mur où on a l'isolation qui est collée, qui est centrale, collée à un mur avec revêtement intérieur, extérieur, mais qui est, en gros, si on parle d'une isolation qui n'est pas inerte, dans ce cas-là, il n'y a rien qui est recyclable. Là, tout est collé l'un à l'autre. Bon. Alors que là, et du coup, la fonctionnalité d'isolation, de revêtement est mixée dans un seul point. Alors que vers la droite, on va séparer les différentes fonctions. Et donc, si on veut séparer
démonter un élément, mais on n'a pas besoin de démonter les autres fonctions. La systématisation, c'est la notion de groupe, de produits ou de modules. On va avoir un module fenêtre, un module… Alors, la systématisation à l'échelle, à grande échelle, c'est les modules 3D que l'on voit et que l'on assemble sur les bâtiments. On n'y est pas encore, mais il y a quelques chantiers, des entreprises qui commencent à naître et des chantiers qui commencent à se faire comme ça. Mais on peut le voir à plus petite échelle. C'est-à-dire, un système, ça peut être un module de fenêtre. D'ailleurs, on le voit tous les jours quand on installe une fenêtre, c'est un système. Et le fait de travailler en système, comme ça, en partie de groupes d'éléments, eh bien, on va pouvoir séparer beaucoup plus facilement les différents systèmes, soit au sol, soit remplacer un système et pas avoir à changer toutes les pièces environnantes. Donc, la partie ensemble de systémisation est importante. On voit, par exemple, je sais pas, sur le schéma en bas à gauche, on voit un point, le troisième, là, qui est lié directement à la structure du bâtiment. Imaginons que, je ne sais pas quel élément c'est, je ne sais pas, mais on veuille le changer, le démonter parce qu'il est cassé, parce qu'il ne va pas, parce que… Bon, il y a 1000 raisons. Et bien là, étant lié directement à la structure avec les autres éléments, les autres systèmes par devant, mais ça va imposer alors des coûts économiques, des coûts environnementaux, des déchets supplémentaires, de devoir démonter, de devoir casser tout ce qui est environnement autour. Alors que à droite, si on avait voulu enlever le même endroit, le même élément, mais qui était pris dans un système en amont, ben on aurait pu enlever que cet élément-là, sans avoir à toucher tout le reste. De manière un peu moins théorique et plus directe, quand on parle de forme et de structure, il y a quelques règles. Ça paraît très général, mais on les détaille dans les guides de la Fondation Bâtiment Énergie, dans BAZ, où on mettra les liens, vous pourrez consulter. De toute façon, il faut se carrer quand même pas mal de littérature aussi pour supporter, en support de la conception démontable. Mais globalement, lorsque l'on parle de forme et structure, on va aller, on va dire, la simplicité et le maître mot. Ça, c'est certain. Ça paraît évident, mais lorsque l'on fait beau, on a peut-être souvent tendance à complexifier les choses, alors que pour avoir quelque chose de très simple et épuré, de très beau, et qui ira vers justement plus on va dire, qui sera plus simple à démonter ensuite, ou qui sera plus facilement concevable en démontabilité. On va aller vers des structures qui sont plutôt en travée ouverte, poteau-poutre, plutôt qu'en voile. Ça paraît évident également, en voile béton ou voile même bois, hein, qui permettront finalement une meilleure réversibilité du bâtiment et une meilleure lisibilité de la structure, et qui vont promouvoir aussi, qui vont amener à l'installation de solutions préassemblées en façade notamment. Qu'est-ce que je pourrais détailler? Oui, alors là, on voit les éléments de panneaux de fenêtres, les modules 3D dans les images à droite. La visibilité, en bas à droite, la visibilité des structures est importante pour pouvoir que les entreprises de déconstruction puissent mieux appréhender un projet de déconstruction, pour pouvoir accéder plus facilement à certaines parties du bâtiment. Et il est important également d'avoir une information très détaillée sur la structure du bâtiment et sa composition. Je vous parlais tout à l'heure qu'on avait discuté souvent avec des entreprises de déconstruction. Une entreprise de déconstruction qui arrive sur un bâtiment, même s'il a été bien conçu, et que la maîtrise d'ouvrage, même s'il lui impose ou lui demande des efforts particuliers, si elle n'a pas d'informations, elle ne va pas perdre un temps fou à aller dans le détail, et elle va aller au plus simple et au plus économique. Le plus souvent, hein, je dis, hein, et après il y a des très très bons élèves, mais donc plus il y aura d'informations détaillées sur la structure et sur les éléments d'assemblage, sur même les séquences de désassemblage, comme des tutoriels, hein, des documentations, plus vous aurez de chances finalement à ce que la conception démontable ait un suivi ensuite, c'est-à-dire que ça porte ses fruits. Sur la partie enveloppe et façade, pareil, on est sur la simplicité, la linéarité amène, on va dire, une facilité de désassemblage importante. On a
on parle de façades. Je vous parlais tout à l'heure de clusterisation, c'est-à-dire de systémisation, c'est-à-dire des systèmes préassemblés. Mais là, on y est. C'est-à-dire en façade, on arrive avec des panneaux de façade assemblés, puis des assemblés avec une décomposition fonctionnelle dans ces panneaux, souvent faits en usine, qui permettent justement de maîtriser cette décomposition fonctionnelle. On va aller vers des façades plutôt linéaires, des éléments en façade démontables. Alors, parfois, on a besoin aussi de balcons, ce genre de choses. Oui, quand il faut. Mais aussi les façades qui ont des éléments ou des parties en surépaisseur vont également être plus compliquées. La partie conception démontable, enfin, la démontabilité va être plus compliquée parce que la logique de déconstruction aussi, les travaux de déconstruction vont être aussi plus compliqués. On aura beau avoir fait des systèmes démontables, mais l'entreprise, quand elle va arriver sur le chantier, ça va être pour les levages, pour l'approche des nacelles, ça va être beaucoup plus compliqué également. Sur les parties isolation, ça paraît une évidence, mais effectivement, lorsqu'on conçoit démontable, on prévoit toujours des isolants laine ou panneaux rigides ou semi-rigides qui sont facilement enlevables plutôt que des isolants projetés ou en vrac. Les isolants en vrac sont ça coule, mais ça crée du déchet. Enfin, ça coule dans le sens où ça se désagrège quand on coupe, mais ça crée du déchet et on a des difficultés à le récupérer de toute façon. Là, j'ai mis quelques images à droite de caissettes métalliques en façade, des façades bien droites. On a dans des bâtiments industriels des panneaux qu'on voit régulièrement, des bardages métalliques. C'est une bonne solution aussi, parce que facilement démontable. On travaille avec des industriels, des façadiers métalliques qui sont en train de développer des solutions de démontage et de réemploi des façades métalliques et des panneaux sandwich. Donc, on est sur des solutions qui vont dans le bon sens, en tout cas là-dessus, pour des bâtiments où ça s'y prête, bien entendu. Sur les parties assemblage, alors bien sûr, les assemblages type les filières sèches, les assemblages mécaniques plutôt que noyés ou collés. Alors ça paraît une évidence, mais c'est vraiment une ligne de conduite que l'on doit avoir lorsque l'on fait de la conception démontable. Là, je vous ai mis une image en haut de ce qui est en gros du collé VS une pose par gravité, c'est-à-dire qu'on a des systèmes maintenant, quand il y en a besoin, mais il vaut mieux éviter quand même, mais quand il y en a besoin d'un revêtement type moquette ou autre, il y a des systèmes qui sont juste posés et qui fonctionnent très bien, que l'on peut enlever en partie. D'ailleurs, il y a des graphismes qui permettent de changer qu'une petite partie en enlevant, en remettant une autre, et ça ne fait pas une tâche, vraiment, ça ne dénote pas. Ensuite, sur les parties électriques et plomberie, on voit apparaître des solutions, de plus en plus des solutions plug and play de connexion mécanique, et je pense qu'il faut essayer d'aller vers là. On a des images ensuite, par exemple, de revêtement, c'est-à-dire de faux plafonds. Et là, on a l'inverse de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a eu tendance pendant des années à vraiment couvrir l'intérieur de manière très nickel, où on ne voit pas finalement le squelette, on ne voit pas les réseaux du bâtiment. Et en fait, là, on se coupe de toute intervention et de toute démontabilité facile de tous les éléments de second œuvre qu'il y a derrière tout ça. Donc, tant que l'on peut, la visibilité des réseaux et les assemblages techniques, la visibilité, l'accessibilité aux assemblages de différents réseaux, des différents éléments, est à pousser. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus accepté dans tous les types de bâtiments qu'on puisse voir la tripaille, quoi. Ensuite, il y a des assemblages, il y a des systèmes constructifs qui commencent à apparaître un peu techniques, parfois pas, il manque d'ATEC ou d'ATEX, mais ça commence à apparaître des éléments on va dire préassemblés, d'assemblage. Voilà, je vous ai mis une image d'assemblage de bois avec on va dire des platines métalliques, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'il faut essayer d'avoir. Faut penser au moment où on pense l'assemblage. Il faut aussi penser aux sollicitations que l'assemblage aura. Soit sollicitation extérieure, ça peut être humidité, ça peut être des environnements salins pour du métal, qui vont attaquer ces assemblages, qui vont déformer parfois. Et un assemblage, il a beau être démontable à T0,
s'il n'est pas cohérent avec l'environnement dans lequel il est, il va être indémontable après. Je prends l'exemple d'une structure bois. On va dire quand on veut faire une structure bois très magnifique, avec des assemblages bois-bois, des tailles dans le bois, si ce bois-là est à cet endroit-là est soumis à des variations de température, d'humidité, eh bien, cet assemblage ne va pas se souder. Mais en tout cas, il va tellement se déformer que vous ne pourrez pas le démonter dans tous les cas. Ça, c'est l'expérience qu'on a eue, et personnellement d'ailleurs, et avec les entreprises de déconstruction. Donc, les solutions, là, métal non corrodable et bois sont intéressantes, par exemple. Idem, l'information est très, très importante au niveau des assemblages pour les entreprises de déconstruction. Sur les matériaux, la partie noblesse et qualité est importante à deux titres. Un, sur le fait d'avoir un intérêt à la déconstruction, enfin, à la démontabilité, au démontage de produits. Un produit, on le voit bien, un produit qui n'a pas de valeur intrinsèque économique, ni historique, et que le neuf vaut plus cher et qu'on n'a aucun intérêt technique à le récupérer, on va avoir beaucoup plus de difficultés à, même si ça a été fait de manière démontable d'ailleurs, si tu as assemblé, c'est-à-dire que le surcoût lié même à une déconstruction facile on ne va pas compenser finalement le faible coût du produit. Donc, si l'on veut vraiment pousser les intérêts de la démontabilité, il faut aussi choisir des matériaux et des produits qui sont nobles et de qualité. Ça d'une part, et la qualité aussi au terme de résistance mécanique. C'est-à-dire que, comme je vous indiquais un petit peu avant, les processus d'assemblage, de désassemblage, de surcroît quand ils sont faits plusieurs fois, sollicitent les éléments, et plus ils seront costauds, mieux ce sera, et plus on pourra prolonger la durée de vie du bâtiment. Ça paraît une évidence, mais c'est important. Il y a, je vous laisse lire tout ça, mais la partie finition intrinsèque est là, on est plus dans la frugalité, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans la démontabilité, mais c'est-à-dire c'est la démontabilité évitée, c'est-à-dire les matériaux évités et qu'on n'a pas besoin de démonter. Typiquement, une structure intérieure ou de poteaux ou de voile, quand il y en a besoin, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'un revêtement particulier et on vient quand même le faire pour avoir une homogénéité avec le reste, un panneau bien peint, sauf que c'est de la matière consommée quasi inutilement et qu'on devra démonter, alors que des produits en finition intrinsèque permettent d'éviter ça. Ensuite, les joints secs et ajourés permettent souvent d'accéder plus facilement à des montages, même en manipulation. Ça c'est intéressant. Et idem, la documentation sur les produits. Sur les équipements, idem, la frugalité est importante. Le bioclimatisme, moins on mettra d'équipement, mieux ce sera, dans tous les cas. On parle de démontabilité, mais moins on a à démonter, mieux c'est. Moins les équipements sont importants, volumineux et lourds, mieux c'est également, en termes de démontabilité. La séparation des systèmes, c'est sous ce terme-là, il y a le fait de ne pas mettre les systèmes, de ne pas les intégrer dans la paroi. En tout cas, sans que ce soit prévu avec vraiment une grande facilité d'accès. Ne pas en gros, les lier tous ensemble et pouvoir démonter un système de chauffage ou énergétique indépendamment d'un autre. Et idéalement, quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible, pouvoir avoir des systèmes décentralisés, c'est-à-dire en toiture ou même en pied, idéalement même en pied de bâtiment, quand c'est possible encore, indépendamment du bâtiment, parce que là, on peut avoir des interventions, des démontabilités qui ne touchent pas le reste du bâtiment. On peut avoir de l'entretien maintenance plus facilement également. Les chemins de câbles, ça également, c'est vraiment… ça se fait de manière courante. Quand je vous parlais de la démontabilité, en tout cas des concepts et des principes de démontabilité, ce n'est pas que du nouveau. Il y a des choses que l'on fait depuis des années, et tant mieux. Mais on peut pousser les curseurs.
Et les chemins de câble, c'est une bonne solution. Une bonne solution, en tout cas, qui permet d'avoir accès aux différents réseaux, qui sont des solutions démontables facilement, qui sont réemployables, et donc qui poussent à la démontabilité. Là, les assemblages réversibles et accessibles, bien évidemment, et le repérage, notamment avec des maquettes BIM quand c'est possible. Ça permet également d'intervenir là où il y a besoin, aux entreprises de déconstruction de savoir ce à quoi ils ont à faire, de savoir où sont les assemblages, les connexions entre les réseaux. Ça, c'est important également. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la partie équipement. Ah, on voit... donc ça, c'est l'équipement quand on considère les blocs d'équipement. La partie bloc d'équipement est importante aussi. Si vous pouvez, en termes de démontabilité, ça se fait d'ailleurs pas mal, hein, mais concevoir ou commander en tout cas des blocs d'équipement qui arrivent dans des modules, hein. Ce n'est que mieux parce qu'ils peuvent être enlevés, séparés indépendamment du reste. On voit, Novatec d'ailleurs travaille avec un fournisseur de chaudières qui arrive maintenant à même éco-concevoir son produit lui-même, au-delà de la connexion avec le reste du bâtiment, à éco-concevoir son produit pour que la chaudière elle-même, les carters, l'isolation, les différentes pièces soient démontables. C'est-à-dire toutes les pièces soient montables, démontables, pour avoir des reverse supply chain, pour pouvoir se targuer de pouvoir recycler, employer certaines parties. Et c'est une bonne chose. Donc, on travaille à les accompagner là-dessus. Sur les données, j'en ai parlé plusieurs fois à chaque étape, mais c'est hyper important. Le BIM est une formidable opportunité pour ça, pour avoir à la fois de la donnée sur les matériaux, sur les produits, la donnée technique, d'avoir l'ensemble pour retourner la donnée technique, mais aussi pour avoir une vision 3D de comment est fait le bâtiment, au-delà de ce qu'on voit. On appréhende, à l'heure actuelle, on appréhende les bâtiments souvent avec des vieux plans, quand ils existent, et quand ils n'existent pas, avec une visite DIAG PMD ou DIAG par des AMO, ou l'entreprise de déconstruction elle-même, quand elle peut, elle le fait rapidement. Mais en gros, ils le font de manière très rapide, sans aller dans le détail, et surtout de ce qu'on ne voit pas. Et ça ne va pas du tout dans le sens d'une déconstruction propre. Donc, plus vous aurez de données techniques et visuelles sur votre bâtiment, effectivement, plus vous aurez de chances que votre conception en démontabilité porte ses fruits. Et on voit aussi apparaître des RFID, des QR codes sur des produits pour que, si la donnée se perd aussi, mais que lors d'un projet de rénovation, d'un projet de réparation, d'évolution du bâti ou en fin de vie, on puisse retrouver directement la donnée, en tout cas si les sites ont été, où la donnée a été stockée dans un bon endroit, qu'on puisse retrouver la donnée. J'ai proposé à Envirobat j'ai créé dans un projet précédent une base de données, plusieurs bases de données sur les solutions démontables. Là, on parle vraiment de solutions hyper variées, hein, de planchers, de coffrets électriques, de terrasses, il y en a pléthore. J'ai fait deux bases de données, donc une Excel là, et au-dessus, c'est une base de données que l'on a travaillé avec l'équipe qui a permis d'établir le guide sur la démontabilité de la Fondation Bâtiment Énergie. Il y avait Artelia, il y avait CETEC, il y avait le CTICM, il y avait le CSTB, et moi en coordination. Et on a un Excel dans lequel, par grand lot, on définit les solutions courantes, les principes qui sont en jeu, les solutions plutôt plus démontables, les avantages et inconvénients, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve facilement ou non. Ce que j'ai proposé à Envirobat, c'était ils ont un outil qui est très, très intéressant qui s'appelle Enviroboîte et où on retrouve beaucoup d'informations sur divers sujets et de me proposer ces bases de données en téléchargement après le webinaire. Je pense que dans les jours qui arrivent, même cet après-midi, je vais leur transmettre et ce sera en ligne quand ils auront le temps de le mettre. Mais en tout cas, ils pourront vous envoyer les liens. Ce sera téléchargeable, des outils de travail qui sont intéressants pour vous. Là, en plus, à l'échelle de la solution, plus que des principes de conception. Donc, les méthodes et outils, c'est-à-dire que quand on conçoit, on a besoin d'évaluer, on a besoin de guides,
on a besoin d'un support pour concevoir le démontable. Alors, tout d'abord, il y a les normes et les guides, c'est-à-dire la connaissance et les normes. Là, il y en a deux. Dans les normes, il y a une norme issue du Canada, d'ailleurs, mais qui a été transcrite ici en Europe, qui est des lignes directrices pour une conception des assemblages, et une norme ISO qui est récente sur la conception pour la démontabilité, l'adaptabilité des bâtis. Donc ça, ce sont deux normes qui sont intéressantes, plutôt généralistes, mais que vous pouvez vous acheter. Elles sont les deux, elles sont payantes. Mais ça peut être des guides pour vous. Et ensuite, il y a le guide qui, pour le coup, finalement, qui reprend, sans que vous ayez besoin de vous acheter aussi les normes, hein, qui reprend tous les concepts, qui détaille tous les concepts que je vous ai exposés au-dessus, qui explique le contexte, sur le guide de la Fondation Bâtiment Énergie, qui est assez bien fait, je dois l'avouer, qui est le fruit d'un gros travail avec les autres partenaires, qui, lui, est public. Malheureusement, le site de la Fondation Bâtiment Énergie n'est pas reconduit, donc il n'est plus accessible dans son site, dans son lien officiel. Malgré tout, on les a quand même sauvegardés avant et on peut les retrouver. Ce que j'ai proposé à EnviroBat, c'est également de les mettre, de créer un dossier qui pourra être accessible sur EnviroBoîte, avec l'ensemble des guides pour la démontabilité, réversibilité, réemploi des travaux de la Fondation Bâtiment Énergie. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas. Peut-être qu'on validera avec eux, mais je pense que ce sont des guides publics faits pour qu'on aide le secteur à évoluer. Donc, je pense que ce sera de bon augure. Ensuite, vous avez des méthodes de calcul d'indicateurs, c'est-à-dire l'indicateur de circularité, indicateur de potentiel de démontabilité. Et là, on rentre plus dans ce sont des guides, enfin des documents qui existent, qui conceptualisent un peu finalement l'impact de ce que je vous disais, un préassemblement, un assemblage démontable ou pas, une séquence d'assemblage. Tout ça, on dénote qu'avec des formules mathématiques, on arrive à noter le potentiel d'un système constructif, enfin, d'un produit, d'un système constructif, puis d'un bâtiment. Ça, il y a deux rapports et guides qui définissent de manière publique, alors ils sont en anglais, hein, les calculs. Ce sont des calculs assez simples, hein, finalement. Mais donc, vous pouvez les retrouver. Si vous voulez définir des indicateurs, en gros des notes, vous pouvez les utiliser. Ça existe. Pareil, on mettra le lien en téléchargement. Et enfin, vous avez les outils d'évaluation. Et là, quand on parle d'outils d'évaluation, si je peux faire le parallèle, lorsqu'on conçoit pour faire une économie d'énergie, on va dire, ensuite, on a des outils de STD, de simulation thermique dynamique, des outils pour la RT, qui nous donnent des performances de parois. Mais imaginons aussi qu'il faudra qu'on ait des outils qui nous permettent d'évaluer la performance en démontabilité de notre conception. Et là, il y a très peu des outils, hein, et ils sont plutôt en développement, parce que c'est également très, très complexe. Il y a un outil Drive Zero qui est issu du projet européen éponyme, qui est plutôt sur base Excel, donc pas encore très applicable, et un outil qui est, selon nous, et pas mal de mes confrères et moi, l'outil le plus avancé au monde sur cette thématique. On voit une image là en dessous, qui est développée depuis une vingtaine d'années par des acteurs aux Pays-Bas, et qui utilise d'ailleurs Drive Zero et Reversible Beam, qui utilisent les notions de calcul que j'ai mentionnées juste à droite. Tout converge d'ailleurs, hein, c'est toujours les mêmes choses qui sont utilisées. Mais là, sauf qu'ils ont appliqué ça dans des algorithmes, dans un outil de conception BIM, où là, je vais passer sur celle-là, c'est sur le Reversible Beam. Je vous ai mis un lien ici sur une petite vidéo qui anime et qui montre les éclatés de bâtiments, comment ça fonctionne. Ça permet, vous voyez, il y a des degrés verts à rouge sur le bâtiment, l'éclaté là. C'est une gare d'ailleurs à Villeneuve-Saint-Georges, ça je crois, d'un projet pilote qu'on a fait avec eux, qui, en fonction du degré de démontabilité, va mettre du vert, du rouge. Plus c'est vert, plus c'est facilement démontable et récupérable. Ça, c'est hyper intéressant en termes de vision, de validation de la conception. Et cet outil, c'est un outil basé sur du BIM, permet aussi de définir des scénarios. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 0,5, je considère que je le démonte et je le recycle ou je le réemploie.
Tout ce qui est en métal, oui, non. Bon, vous jouez un peu avec ça et ça vous définit des impacts environnementaux, différents scénarios. C'est très, très intéressant. Le propriétaire de cet outil, c'est GTB Lab, du Green Transformable Building Lab, et 4D Architect, c'est une bonne agence d'architecture aux Pays-Bas. Pour l'instant, ils utilisent cet outil pour leur propre service. Néanmoins, la suite d'outils numériques, là, comme ça, des plugs Revit, va être sortie en début d'année et pourra être acheté, hein, c'est-à-dire on peut utiliser par des tiers. C'est vraiment un outil puissant et intéressant. En tout cas, quand on s'intéresse à la réversibilité du bâti et sa démontabilité, quand on veut vraiment évaluer ça. C'est la propriétaire de ça, c'est Elma Durmisevic, qui est vraiment une pointure en termes de conception réversible et démontable au niveau européen, voire mondial. On a la chance de l'avoir dans plusieurs projets européens dans lesquels on est partenaire et c'est de haute volée, quoi. Elle fait ses marques à l'université de Delft, aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, c'est l'université qui a commencé en Europe à étudier ces concepts de réversibilité, démontabilité des bâtiments. Alors, quelques références de bâtiments. Idem, j'ai fait une liste de bâtiments qui ont été faits en tout ou partie démontables, en tout cas qui sont des projets qui sont un peu remarquables, qui peuvent être inspirants, avec quelques commentaires et liens. C'est toujours intéressant d'aller s'inspirer de projets, de voir comment ils ont fait, des difficultés. Je vous laisserai ensuite, en fonction de vos intérêts propres, des typologies de bâtiments, aller retrouver la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, aller fouiller sur les documents qui ont été émis pour chacun. On va le mettre sur Enviroboîte également, dans la partie qui sera créée sur la démontabilité. Elle sera accessible pour vous aussi. Je vais présenter juste rapidement deux projets avec quelques notions de démontabilité. Là, pour commencer, c'est le siège social de Novatec, qui a été fait en 2009. Donc, ça remonte un peu, mais il a exactement la même tête maintenant, donc il vieillit bien, et qui avait été... on ne voulait pas être les cordonniers les plus mal chaussés, donc on a essayé de travailler, alors tout n'est pas parfait, loin de là, mais on a essayé de travailler sur pas mal de concepts, de performance, de démontabilité, réversibilité, confort, enfin tout un tas de choses, de matériaux locaux, enfin recyclés. Et on avait, avant même d'écrire BAZ, c'était avant même BAZ, on a essayé de travailler à la démontabilité, réversibilité de certains équipements, enfin certaines parties du bâtiment. Et l'agence d'architecture qui a mené le projet, c'est Patrick Arotcharen. C'est un très bon archi dans le sud-ouest qui a été, d'ailleurs, plusieurs de ses projets, ou un ou plusieurs, je ne sais plus, a été nominé, pas lauréat, mais nominé à l'écart d'argent. Donc, c'est quand même assez doué. Et on voit sa signature. Pour ceux qui le connaissent, le bâtiment est assez typique de ce qu'il peut faire avec ses angles et ses façades épurées. Là, on voit sur la photo à gauche, ça c'est la façade nord, on voit que les fenêtres sont toutes hauteur et donc devant les planchers, et elles ne sont pas, liées au profil métallique, ne sont pas fixées sur les côtés, mais elles sont fixées par devant avec des carters boulonnés. C'est-à-dire qu'un élément, une vitre qui pèse, alors il faut une nacelle bien entendu. Je l'ai vu en direct en plus parce qu'une était cassée, on pouvait l'enlever et en remettre une en une demi-heure. C'est extrêmement rapide, c'est juste des carters qui viennent fixer chaque fenêtre sur les profilés qu'on voit en dessous, les profilés support. On a prévu déjà cette facilité de démontage parce que, et d'ailleurs le projet est en cours, on va étendre le bâtiment par la façade nord. C'est-à-dire qu'on va avoir une deuxième partie des bâtiments, je ne sais plus si c'est 3 étages ou 2, bon. En tout cas de cette partie-là, et la liaison entre les deux bâtiments va se faire de manière principale à travers ces espaces-là qu'on aura démontés très facilement. Donc au lieu d'avoir à démonter toute une façade entière avec des panneaux énormes, même avoir retraité la façade, eh bien, on va démonter facilement et avoir accès directement au plancher par
quelques minutes, voire quelques… Enfin, donc, c'est assez important. En bas, on voit en bas les panneaux de bardage. Alors, ce sont des bardages en claire-voie verticale. Là, alors c'est assez typique, hein, enfin, même courant, hein, ces bardages comme ça, avec une structure secondaire bois. Sauf qu'en fait, ils ont été montés, là, on ne voit pas vraiment, mais ils ont une double… Là, il y a les supports liés à la structure, mais les grands panneaux, comme ça, ont été fabriqués au sol et ils arrivent montés en grand pan et ensuite fixés. Il y a une double ossature horizontale et fixés aux autres éléments sur la façade. Donc, ils peuvent être redéposés et démontés ensuite au sol. Pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec la démontabilité, mais on a fait exprès d'utiliser des… On a une irrégularité des bardages de largeur parce qu'on a voulu utiliser le maximum du bois. Quand on coupe un bois, finalement, un bois, c'est rond, et on a des coupes de bardage qui sont de plus en plus courtes au fur et à mesure où on va vers l'extérieur du bois. Et on a voulu utiliser le maximum des bois qui étaient tombés dans la… Il y avait une tempête en 2003, je ne sais plus. Bon, bref, il y avait une quantité de bois importante à utiliser dans les Landes. Et on a utilisé du bois tombé de la tempête et en utilisant le maximum, en réduisant le maximum de chute. À droite, on voit toute une façade de nord, la façade sud, pardon, avec tout est démontable là-dedans, fenêtres et structures boulonnées, donc ça c'est pas à la base, mais en tout cas tout est quasi 100% est démontable. À l'intérieur, idem, on a ce que je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais de finition intrinsèque, on voit en bas à droite et là sur les poteaux. Et on a laissé, à part certaines zones qui sont peintes, il y a des améliorations, hein, tout n'est pas parfait, je le répète. Mais on a beaucoup de parties qui sont en finition brute. Et donc, on n'a pas surconsommé de la matière. On a également, là, on voit en haut à droite, dans nos espaces, on a de l'accessibilité directe à tous les réseaux, aux éléments. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu une intervention de réparation sur une des canalisations de ventilation. Ils ont accédé directement aux éléments sans avoir à démonter, à casser des éléments de faux plafond. On a également aussi allongé, on n'a pas prévu de… Enfin, vous voyez, les faux plafonds, on les a utilisés juste là où il faut, sans aller jusqu'au bout de la structure pour ne pas être en côte limite, où on doit, souvent quand on est en côte donnée, on doit couper les éléments, et donc ça fait de la chute et de la consommation de matière trop importante. Donc, on a juste utilisé que des éléments standards, c'est-à-dire sans coupe, et les plus grands possibles pour pas avoir à multiplier le nombre de profilés et de descentes, de suspentes, pardon. Quoi vous dire d'autre? Bon, il y a plein d'autres détails qui ne sont pas liés à la démontabilité. Il y a des efforts qu'on aurait pu faire, je pense, également sur ce faux plafond en haut à gauche, dans l'atrium, où on a voulu finir, mais on aurait pu faire ça de manière plus brute. Là, l'isolation, pour le coup, à l'époque, on avait dû faire une isolation par non, mais je crois qu'il y a une double isolation d'ailleurs. Bon, il y a une isolation par l'intérieur qui est facilement enlevable aussi, sur la façade ouest. Voilà. Et ensuite, un projet que je trouve particulièrement intéressant en termes de démontabilité, réversibilité, simplicité, qui est le projet de la ZAC du Pressoir, réalisé par l'atelier d'architecture 624. Ce sont des bureaux. Donc, il y a 3 bâtiments de ce type-là, hein, en chaîne. Donc, c'est au Havre. Et avec vraiment il date un peu, mais il y a des bâtiments, je vous ai listé d'autres bâtiments plus récents, mais celui-là, je trouve pas assez intéressant quand même. Avec vraiment des objectifs, il s'était fixé des objectifs vraiment de dépasser les 80% de démontabilité, de faire en filière locale, biosourcée, et ils ont réussi. Et c'était un très beau projet. Et avec même, c'était les premiers, en tout cas parmi les premiers projets qui faisaient aussi des murs en terre crue. Donc, c'était intéressant. Et on voit là les trames, je vous disais, les trames régulières en poteau-poutre, avec des matériaux bruts également,
au niveau des poteaux intérieurs, avec des façades démontables. Également, on voit, ils ont fait des coursives à l'extérieur pour les accès. C'est-à-dire qu'on ne complexifie pas l'intérieur du bâtiment avec du cloisonnement, avec des cloisonnements liés au passage, qui va générer de la complexification au niveau des parois, des cloisons, et donc une complication pour la démontabilité aussi. Et donc, l'accès se fait aussi par ces coursives. Même pour la démontabilité, on a besoin de changer un élément façade au R+1, enfin au rez-de-chaussée, mais qui n'est pas vraiment R-chaussée, au R+1 ou R+2. On a un accès par la coursive, donc à taille humaine, sans avoir à devoir aller chercher avec des machines. Donc, qui dit machine, donc sécurité. Donc, non, en fait, on ne va pas le démonter, mais on va le casser ou l'arracher. Bon, là, c'est aussi un intérêt pour la démontabilité. Ça paraît un détail, mais ça ne l'est pas. On voit en bas à droite que les panneaux extérieurs, enfin, les façades ont été faites par panneaux à l'extérieur. Ici, on voit des éléments intérieurs, donc avec du brut en bois. Les éléments bois sont assemblés mécaniquement avec des assemblages métal. Là, bon, pareil, il y aurait eu des améliorations. Hein. Tout n'est pas parfait, mais on voit quand même les réseaux électriques. Ça, on le voit souvent. C'est quelque chose de très courant dans la construction. Mais pour la démontabilité, c'est important. C'est-à-dire que les réseaux électriques, les accès électriques ne sont pas noyés aux parois, mais arrivent dans des goulottes démontables et sont séparables, modifiables si besoin. Les fenêtres, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'elles sont facilement enlevables du cadre. On voit des poteaux bruts, en bois brut. La moquette est pareille, en pose non collée. Donc, il y a tout un ensemble de solutions intéressantes. Et pareil, là, au rez-de-chaussée, avec des modules entiers pour les garages, pour les vélos, des modules entiers qui sont arrivés et qu'on peut séparer très facilement. Les sources d'informations utiles, ce que je vous disais, c'est qu'on va mettre ces bases de données de solutions démontables, la liste de projets exemplaires, les guides de la Fondation Bâtiment Énergie. On va tous les mettre dans une section, enfin dans un chapitre ou une page dédiée d'Enviroboîte. Donc, vous pouvez les retrouver. Je pense qu'ils feront l'effort de vous envoyer le lien parce qu'ils ont quand vous êtes inscrit. Il y a le site Bazed, évidemment, où vous pouvez retrouver beaucoup d'informations, pas que sur la démontabilité, mais sur la conception allant vers le zéro déchet. Le guide européen, qui est public, donc là, avec ce lien. La norme, je vous ai mis une norme, mais il faut l'acheter, hein, ce n'est pas public, mais bon, elle est intéressante. Si vous n'avez pas... Ce n'est pas une nécessité, c'est-à-dire, à part si vraiment vous voulez faire quelque chose où vous dites « je respecte la norme, cette norme-là, ok », mais autrement, vous n'en aurez pas forcément besoin pour vous guider dans une conception démontable. Si vous utilisez le guide de la Fondation Bâtiment Énergie et le guide européen Bazed, ce sera suffisant. La Transformable Building Structure, c'est un mémoire qui avait été fait par justement Elma Durmicevic il y a quelques années, mais qui fait encore référence, qui est... c'est plus pour les ingénieurs, là. Hein, c'est vraiment dans les notions d'ingénierie que j'ai entrevu tout à l'heure, mais elle détaille tout ça et c'est intéressant pour ceux qui veulent rentrer dans le détail. Et enfin, tout en bas, un bel ouvrage qui a été fait, qui a été coordonné par Solène Marie et cofinancé par l'ADEME sur l'intégration de l'économie circulaire en conception réversible, démontable. Vous pouvez le télécharger, à payer, hein, mais sur la librairie ADEME, mais vous pouvez le retrouver dans d'autres librairies en ligne. C'est un bel ouvrage auquel Novatec a contribué également, avec plein d'autres acteurs. Ça a été un ouvrage collaboratif et je remercie Solène en tout cas d'avoir coordonné ça parce que c'est vraiment top. Merci beaucoup, Benjamin. Vous avez ses coordonnées ici. Et puis, Novatec INEF4, vous êtes basé en Aquitaine, c'est ça? On est en Aquitaine et à Paris. À Paris. Très bien, et merci beaucoup, Benjamin. On a quelques questions. Alors, je sais qu'on a largement débordé. Ah mince. Excuse encore aux personnes qui se sont connectées un peu en retard. C'était passionnant. Vous avez vu, il y a beaucoup d'exemples. Il y a de la littérature. Et là, en quelque sorte, c'était une intro, en fait, presque pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. J'ai deux questions, notamment. Enfin, j'en ai un petit peu plus.
J'ai une question de Christelle Simone. Du coup, avoir un composant fonction est contradictoire avec l'objectif de réduire l'énergie grise liée aux matériaux, qui, elle, pousse à des systèmes multifonctions. 3 petits points, éco-conception. Pas vraiment une question, mais elle soulève une sorte de paradoxe. Ah, elle est là. Bonjour, Christelle. Oui, je veux bien une précision sur la question. Je crois comprendre, mais… Pardon, oui, moi je suis plus du monde de l'éco-conception et ACV, mais hors bâtiment. Je me suis longtemps posé la question, bâtiment, pas bâtiment, puis finalement, je fais tout sauf le bâtiment, quoi. Mais j'en parle beaucoup avec une de mes collègues, Laetitia Ouzo, qui fait justement ce métier de HQE et ACV au sein de Carry. Donc maintenant, c'est groupe Faya, quoi, à Carrosse. Donc c'est vraiment très différent hein, dans mon domaine et dans son domaine. Là, pourquoi j'étais intéressée aujourd'hui, c'est parce qu'on monte avec des collègues artisans, designers et consultants en développement durable un tiers-lieu recyclerie sur Cannes-la-Boca. Et c'est un bâtiment qui va être disponible jusqu'en 2029. Donc, on a un peu l'obligation, si on veut faire… D'ailleurs, j'adore cette photo, c'est exactement ce que je voudrais faire dans ce bâtiment industriel, des espèces de bardages bois, et on doit rendre le local comme on l'a trouvé. Donc, je suis extrêmement intéressée par Et votre question, webinaire pardon. aujourd'hui. Et sur la question, c'est que juste au début de votre présentation, vous avez parlé de l'évolution, de l'impact prioritaire du bâtiment. Donc avant, c'était sur l'énergie d'exploitation. Puis finalement, comme l'énergie d'exploitation, elle diminue petit à petit, que finalement, l'énergie grise des matériaux, elle augmente. Et vous avez montré une des solutions de conception qui visait pour la démontabilité à faire une fonction, un composant. Alors que c'est vrai que beaucoup de composants maintenant servent à faire du multifonction ou sont liés à d'autres fonctions d'autres composants. Du coup, je me dis, bah, ça démultiplie le nombre de composants. Est-ce que ça vient pas en contradiction du coup avec cet objectif de sobriété et de multifonction pour descendre l'énergie grise des matériaux et des composants du bâtiment? Vous avez entièrement raison. Ça faisait, alors je ne l'ai pas précisé, mais un produit qui va pouvoir avoir une multifonction, un produit dont la matière est unique, c'est-à-dire est recyclable, mais qui permet de générer deux fonctions, bien entendu, c'est la solution à privilégier. Quand on parlait de fonctionnalités différentes, on parlait de fonctionnalités et de cycles de vie différents. C'est-à-dire que quand vous aurez de toute façon un produit en isolation et un élément de structure ou de revêtement qui sont différents, il ne faut pas les mélanger au risque d'avoir le cycle de vie le plus court qui soit celui qui soit prépondérant. En revanche, un élément, comment je pourrais vous dire, typiquement, un béton, alors ce n'est pas forcément la panacée, mais ça montre qu'un béton isolant, un béton, un Syporex ou autre, va être recyclable, mais à la fois être porteur et isolant. Donc, il a deux fonctions, et c'est très bien, parce que, en gros, c'est le cycle de vie le plus important, c'est-à-dire celui structurel, qui conservera. Mais il aura deux fonctions. Et là, on cumule les deux fonctions. C'est lorsque l'on a des matériaux différents dans tous les cas et que l'on vient croiser, qu'on applique cette règle, on va dire. Il y avait une autre question de Christelle. Je la lis, hein, Christelle, comme ça, si vous voulez préciser ensuite. Les constructions, est-ce que cela ne mériterait pas l'arrivée de nouveaux acteurs pour le démontage des éléments récupérables, réemploi avant des constructions, démolition du reste? Alors, posez bien la question, faites bien de poser cette question. Benjamin, qu'en pensez-vous? Peut-être Benoît. Évidemment, puis on commence à le voir hein, d'ailleurs. Hein, il y a pas mal d'associations et d'acteurs qui commencent à se positionner, et à raison. Avec le développement de la filière réemploi, ça commence à apparaître. Il y a moi j'en connais une, en tout cas à Paris, qui s'appelle Réavi, avec Mohamed Amavi, où ils font ça, ils vont en préalable à des entreprises de déconstruction le faire. Et c'est très bien parce que déjà, ce sont des entreprises qui ciblent, déjà qui commencent à automatiser des process et qui ciblent finalement, qui ont intérêt à démonter certains produits parce qu'ils savent qu'il y a du marché derrière. Marché en termes de revente ou de réemploi. Et donc, c'est très bien. Et oui, il faut… c'est un nouveau maillon qui est important d'avoir. Et le maîtrise d'ouvrage doit essayer, pour pouvoir mettre cette apparition de nouvel acteur,
anticiper les déconstructions et ouvrir ce champ-là, un lot complémentaire. Je tiens à préciser aussi qu'il existe des entreprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et certaines sont adhérentes de Rediviva. Donc, si vous contactez l'association Rediviva, elle pourra vous lister ces adhérents qui font ce métier-là. Des pauses, on appelle ça technicien valoriste. Technicien valoriste. Il y a même un nom maintenant. Parfait. Voilà. Exactement, c'est un métier en cours de structuration, mais il y a déjà des formations sur ces sujets. Je passe à la question. Thomas Clapier, qui ne peut plus, qui a dû partir, posait la question de laboratoire RDM en PACA pour envoyer des produits et requalifier la performance. Alors, la requalification, c'est l'étape suivante, en fait, une fois qu'on a déposé la requalification. Bon, on sort un peu de notre sujet quand même, mais c'est important qu'il y en ait. Hein. Oui. C'est une grosse problématique liée au réemploi. Hein. Après, le lien, on peut le faire directement, Jérémy, en termes de, en gros, si vous n'avez pas un intérêt, s'il n'y a pas d'obligation et qu'il n'y a en plus pas d'intérêt derrière ou un doute sur la réemployabilité, la recyclabilité d'un produit, l'intérêt du surcoût ou du moins de l'effort à faire en déconstruction va être limité. Donc, c'est bien qu'on sache qu'il y ait des entreprises qui fassent ça, qui le font et qui petit à petit vont acquérir de l'expérience et on va avoir finalement de la connaissance sur la durabilité des produits. Donc, c'est plutôt bien qu'il y ait ces gens-là et c'est bien. Nous, on le fait aussi, mais de manière plus… pas forcément liée au réemploi. C'est-à-dire qu'on est un laboratoire aussi de produits de construction, donc on sait mesurer et analyser. Eh bien, c'était, je crois, toutes les questions. Et nous avons bien passé un bon moment hein, pour voilà, découvrir les principes de démontabilité du bâtiment. Merci beaucoup à Benjamin Laclos de Nobatec INEF 4. Merci à Rediviva. Je vous propose qu'on se quitte maintenant. Simplement, sachez que, évidemment, on va essayer de vous transmettre les éléments évoqués pendant ce webinaire. Et donc, cette page-là, donc vous pourrez retrouver notamment les bases de données sur l'Enviroboîte. Et puis, à bientôt. Donc, je crois que c'est le dernier événement que nous faisons dans ce cycle-là cette année. Donc, bonne année à tous et à toutes. Bonne année à tous, joyeux Noël. Bonne fin d'année. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt.